Alors dans ce cours, nous allons étudier un texte de Descartes. Alors Descartes qui est déjà un auteur classique de la philosophie. Et en plus, j'ai choisi un texte, un incontournable de l'auteur. Puisque nous allons étudier ici le fameux texte de Descartes dans lequel il affirme « Je pense, donc je suis ». Cette idée de l'auteur, il est possible de la retrouver dans plusieurs de ses œuvres, puisqu'en fait Descartes a écrit plusieurs œuvres dans lesquelles il reprend toujours plus ou moins le même schéma de pensée, le même schéma de réflexion, mais avec des petites différences, surtout dans la manière de s'exprimer ou de rédiger, ou d'aller plus ou moins profondément dans les détails ou pas. Et j'ai choisi, moi, pour le fameux texte de Descartes, je pense, donc je suis, de le tirer du discours de la méthode, puisque effectivement le discours de la méthode, la particularité de cette œuvre-là, c'est que Descartes a vraiment voulu, dans cette œuvre du discours de la méthode, en faire un texte le plus compréhensible possible par le commun des mortels, nous allons dire. Tandis qu'on peut également retrouver ce texte, bon, sous forme un petit peu différente, mais également dans les méditations ou dans les principes de la philosophie. Mais c'est vrai que dans ces deux œuvres-là, cela peut paraître un petit peu plus obscur. Tandis que le discours de la méthode est, comme je viens de le dire, encore plus compréhensible que les autres, puisque Descartes y a fait le choix d'écrire en français, ce qui est la première fois dans l'histoire de la philosophie, puisque avant cela, les textes étaient écrits en latin, ce qui signifie que peu de personnes étaient capables de lire les textes de philosophie. Seuls les érudits, lisant le latin, pouvaient lire la philosophie. Tandis que ce texte-là, Descartes a vraiment la volonté qu'il soit compréhensible par tous, et de ce fait, il a choisi de l'écrire en français. Il a également choisi de le rédiger sous forme de récit, là encore, afin de faciliter la compréhension de sa réflexion. Donc voilà la particularité du discours de la méthode. C'est pour ça que dans ce texte du discours de la méthode, Descartes il dit « je pense, donc je suis », tandis que dans d'autres œuvres, on parlera plutôt du cogito, ce qui en fait est le même texte, puisque cogito ergo sum signifie en latin, justement, « je pense, donc je suis ». Donc en fonction de l'œuvre d'où sera tiré le texte, on parlera du cogito si à l'origine c'était en latin, ou de « je pense donc je suis » quand il s'agit du discours de la méthode et donc du français. Dans ce texte particulier, dans lequel Descartes encore une fois affirme « je pense donc je suis », Descartes aborde le thème de la vérité. Il nous expose sa démarche pour parvenir à cette vérité. Selon lui, c'est le doute qui apparaît comme le moyen ou l'outil le plus sûr pour parvenir à cette vérité. Le texte que j'ai choisi d'étudier peut se découper en trois grandes parties principales. Dans un premier temps, il semble aborder les réflexions et les remarques générales au sujet de la vérité. Et on peut ici se poser la question « Pourquoi est-il nécessaire de douter ?» Dans un second moment, c'est la démarche de l'auteur pour parvenir à la vérité qui est mise en lumière et par là même la réponse à la question « De quoi faut-il nécessairement douter ?» Et enfin, dans un troisième moment, c'est l'affirmation de sa première vérité, c'est-à-dire de quoi n'est-il alors plus possible de douter. Donc on voit bien que c'est le doute qui est au cœur évidemment de ce texte et le doute comme moyen, comme outil pour parvenir à la vérité, puisque c'est ce qu'a découvert Descartes dans sa réflexion. Alors donc, je vais prendre la première partie du texte, qui va dans le texte que je vous ai donné de la ligne 1 à la ligne 12, et qui concerne donc les réflexions et les remarques générales au sujet de la vérité, ou la question « Pourquoi faut-il douter ?» Donc dans cette première partie, Descartes nous expose les fondements de sa philosophie. Les fondements de sa philosophie, c'est-à-dire ce qui est à la base, ce qui est à l'origine, ce qui justifie, ce qui rend raison ou fonde en raison sa réflexion philosophique. Ce sans quoi, en fait, sa philosophie ne pourrait pas se développer, ne pourrait peut-être même pas exister. Forcément, il y a une base à sa réflexion philosophique et c'est ce qui... ces méditations, ces réflexions, les questions qu'il s'est posées, qui sont la base de sa philosophie qu'il nous expose ici. Il nous expose donc ses premières méditations,
qui sont, comme je viens de lire, le fondement de sa philosophie, et il nous dit au sujet de ces méditations qu'elles sont métaphysiques. La métaphysique est un domaine particulier de la philosophie qui porte sur ce qui n'est pas directement saisissable par les sens. Puisqu'en fait le terme métaphysique vient du grec, méta qui signifie après. Ou pour dire autrement, méta peut aussi signifier en fait au-delà. Donc si on reprend le terme métaphysique, c'est ce qui se situe après ou au-delà de la physique, c'est-à-dire en dehors en fait du monde sensible, matériel, physique. C'est ce qui est au-delà. Et donc, ces méditations de Descartes se situent au-delà du physique et donc au-delà du sensible et du matériel. Il va donc nous entretenir de ces premières méditations métaphysiques qui relèvent, comme leur nom l'indique, de la réflexion et de la connaissance pure, puisqu'on n'est pas là au niveau sensible et matériel des choses, mais les méditations de Descartes, donc ces réflexions, se situent plus dans un point de vue de la connaissance pure, d'un point de vue purement intellectuel, en dehors même du sensible et du matériel, en dehors surtout de toute action. Puisque, comme le dit Descartes, il fait bien une distinction entre ce qui est de l'ordre de l'action et ce qui est de l'ordre de l'intellectuel pur. Et notamment, évidemment, puisque c'est là le thème de notre texte, en ce qui concerne une recherche de la vérité. Quand on cherche le vrai, effectivement, ou on s'intéresse à ce qui est de l'ordre de l'action, ou à une recherche de la vérité purement intellectuelle. Et ce qu'a remarqué Descartes, c'est que quand on cherche le vrai, ou du coup plutôt le bien quand il s'agit de l'action, donc ce qu'il appelle les mœurs, dans un petit peu la vie de tous les jours, le quotidien, quand on cherche à agir, là, dans cette... Dans les mœurs, dans l'action, il est possible parfois de ne pas suspendre son jugement, de ne pas douter. Il est d'ailleurs parfois inévitable de se décider à agir, même si l'on n'est pas sûr en réalité de la décision qu'on est en train de prendre. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est bien, si c'est mal. On n'est pas tout à fait sûr, mais on est obligé d'agir, puisque effectivement dans ce qui concerne les mœurs ou l'action, on ne peut pas comme ça rester dans un doute, ne pas se prononcer ou ne pas agir. On est obligé parfois, par exemple il se passe quelque chose dans la vie, dans la rue, on est contraint d'agir, on ne peut pas rester comme ça dans un doute inactif, on est obligé de se prononcer. C'est ce que nous dit Descartes. Par contre, quand il s'agit d'une recherche de la vérité qui serait purement intellectuelle, qui serait de l'ordre de la connaissance pure, là Descartes nous dit qu'il est tout à fait possible et même en quelque sorte souhaitable, de ne pas se prononcer et parfois plutôt de suspendre son jugement si l'on n'est pas sûr de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Et c'est donc ce qu'il va faire. Il décide de douter, en tout cas quand il s'agit d'une connaissance purement intellectuelle, d'une recherche de la vérité purement intellectuelle. Donc encore une fois, effectivement, quand on est dans l'action, quand il s'agit des mœurs, on est contraint d'agir. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des règles de morale, par exemple, provisoires. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais comme on est obligé, contraint d'agir, en attendant de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, on prend des règles de vie ou de morale provisoires en attendant de savoir. Par contre, quand il s'agit d'une recherche de la vérité purement intellectuelle, là, on ne peut pas utiliser des règles provisoires. Donc, on suspend son jugement, on doute, jusqu'à ce qu'on soit sûr de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Voilà, pour la première partie. Cependant, pour Descartes, il y a une définition de la vérité qui est un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement... c'est-à-dire que n'est faux pas seulement ce qu'on a démontré comme faux, mais également justement ce dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire que pour Descartes, ce qui est douteux, justement, je suis pas sûre que ce soit vrai ou si c'est faux, lui il va le mettre du côté du faux. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'assez carré chez Descartes. C'est pas oh oui, je pense que c'est vrai ou je pense que c'est faux. Non, c'est ou c'est vrai et donc démontrer, justifier, argumenter comme vrai, ou alors c'est nécessairement du côté du faux pour Descartes. Quand on est dans une recherche purement intellectuelle de la vérité, c'est comme s'il n'y avait pas de demi-mesure avec Descartes. Ou c'est vrai
est reconnu, argumenté, justifié, démontré, vrai, et là, on sait que c'est vrai, donc on peut se prononcer, ou alors ça va du côté du faux. Donc tout ce qui est approximatif, ou ce qui est par exemple de l'ordre de l'opinion, chez Descartes, est à rejeter du côté du faux, nécessairement. L'opinion qui, comme nous l'avons dit dans d'autres cours, est vraiment l'ennemi de la philosophie, puisque l'opinion, c'est justement un avis personnel dans lequel je n'ai pas réellement raisonné, je ne sais pas vraiment pourquoi je dis ça, je le dis parce que je crois ou parce que je pense que c'est vrai, mais dans le fond, de quel droit, à quel titre je dis que c'est vrai, ce n'est ni raisonné ni argumenté. Dans le fond, comme dirait Descartes, c'est douteux, c'est approximatif et c'est donc à rejeter du côté du faux. Donc voilà pour cette première partie. Dans une seconde partie qui va, pour notre texte, de la ligne 12 à la ligne 22, donc dans laquelle Descartes nous explique un petit peu sa démarche pour découvrir la vérité, ou dans laquelle on peut trouver la réponse à la question « De quoi faut-il nécessairement douter ?» Donc Descartes a fait en quelque sorte le bilan de ses connaissances. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses contradictoires, que parfois on disait que c'était vrai, parfois on disait que c'était faux, et que du coup, en tout cas pour lui, puisqu'il a ce sens très fort du vrai, le vrai ce n'est pas l'approximatif, le douteux, le je ne suis pas sûr, c'est vrai parce que c'est démontré vrai, argumenté, justifié, etc., etc. Donc il n'y a pas comme le droit à l'erreur. Pour lui, tout ce qui est comme ça un petit peu douteux, approximatif, etc. est rejeté du côté du faux. Donc il a remis en question toutes ses connaissances. Et après avoir fait cela, il va s'interroger maintenant, dans cette seconde partie, sur les sources mêmes de ses connaissances. Ces connaissances, en réalité, reposent-elles effectivement sur du vrai ou sur du douteux? C'est ce qu'il va faire là maintenant. Donc il s'intéresse tout d'abord à la première source privilégiée de connaissances, c'est-à-dire les sens. Effectivement, nos sens, donc tout ce qui est vue, toucher, goût, etc., les sens, c'est ce qui nous apporte normalement une première connaissance. Je sais que cette table est là, que c'est dur, qu'elle est de telle matière, telle hauteur, etc. Donc les sens, eux, normalement, nous apportent beaucoup de connaissances. Eh bien, Descartes, lui, va se permettre de les remettre en question. Parce qu'il nous dit, nos sens nous trompent quelquefois. Effectivement, bon là, ça fait... Par exemple, on pourrait faire référence à un autre texte de Descartes qui est le texte du morceau de cire, dans lequel il démontre que justement la cire avec les sens, si je prends la cire, je vais dire que c'est dur, que c'est lisse, qu'il y a un côté, voilà, comme ça. Mais si la cire, je la mets au-dessus d'une bougie, elle va se mettre à fondre, et là, la cire, elle change complètement de forme. Donc mes sens, par exemple, eux, vont penser que ce sont deux choses différentes. La cire à l'état solide en fait et la cire à l'état liquide une fois qu'elle a fondu. Et mes sens vont se dire ça n'est pas la même chose alors qu'en réalité c'est le même morceau de cire. Donc nos sens effectivement peuvent nous tromper quelquefois. Du coup Descartes se dit que dans la mesure où nos sens ne sont pas réellement fiables puisqu'ils peuvent nous tromper quelquefois, il va partir du principe que nos sens nous trompent tout le temps. Et donc il ne veut plus se fier aux connaissances que peuvent nous amener nos sens. Donc il remet en question, il se met à douter, il rejette, comme du côté du faux, toutes les connaissances que nos sens peuvent nous apporter. Ce qui est quand même une espèce de révolution, puisque du coup toute la connaissance sensible, toutes les vérités auxquelles nous pouvions avoir accès grâce à la connaissance sensible, est ici remise en question par Descartes. Dans un second moment, il va s'intéresser à la source de connaissances privilégiée qu'est la raison. Donc là, nous sommes plus du côté de la déduction logique, du raisonnement, de quelque chose qui normalement est plus intellectuel. On n'est plus dans le matériel, on est dans l'intellectuel, dans quelque chose qui se situe au niveau de l'esprit, puisqu'il nous parle ici de la raison. Eh bien, la raison aussi, pour Descartes, va être à rejeter du côté du faux. Parce qu'il va nous dire...
Et parce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre, je rejetais comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration. Donc là encore, dans la mesure où il arrive parfois que certains ou lui-même se trompent en raisonnant, là encore, il va partir du principe qu'il est possible qu'on se trompe tout le temps, aussi bien lui que les autres, et donc il ne donne plus crédit à tout ce qui est raisonnement, démonstration, logique, mathématique, rationnel, etc. Tout ça, toutes ces connaissances-là qui débouchent de la raison, il le rejette à nouveau du côté du faux. Il n'en veut plus. Tout ce qui touche à la raison, là aussi c'est rejeté. Donc là encore c'est une espèce de révolution puisque toutes les connaissances rationnelles, logiques et mathématiques sont ici rejetées par Descartes. Il n'en veut plus. Enfin, à supposer qu'il puisse rester quelques connaissances, il va partir du principe que ces connaissances qui ne seraient donc ni du côté des sens, donc ni du côté matériel, physique des choses, ni du côté logique, mathématique, donc rationnel, intellectuel des choses. Imaginons qu'il reste encore quelques connaissances. Eh bien, celles-ci aussi, il va les rejeter en partant du principe que dans la mesure où on ne peut pas toujours faire la différence entre lorsque l'on dort et lorsque l'on est éveillé, il se dit que ces connaissances qui pourraient rester, eh bien il fait comme si elles venaient des rêves, comme si elles venaient de ses songes, et donc celles-ci encore, il n'en veut plus, il les rejette. C'est pourquoi on peut dire que le doute de Descartes est un doute radical, puisqu'il doute de ses connaissances à la racine, il va jusqu'aux premières sources de ses connaissances, et il en doute, c'est donc un doute radical. C'est un doute volontaire, puisque c'est un choix de sa part, il décide de douter de tout. C'est un doute méthodique, car il doute de manière ordonnée, il y va par étapes. C'est un doute systématique, puisque tout est passé en revue sans exception. Et enfin, c'est un doute hyperbolique, puisque c'est un doute effectivement exagéré, c'est un doute un peu fin, mais qui est nécessaire afin de parvenir à la vérité. Puisque c'est souvent la manière dont on définit le doute cartésien, on dit bien que c'est un doute radical, volontaire, méthodique, systématique et hyperbolique. Mais c'est un doute fécond, puisque effectivement c'est un doute afin de découvrir une vérité, quelque chose d'assuré. Nous allons donc passer ici à la troisième partie. Donc la troisième partie qui, dans notre texte, va de la ligne 22 jusqu'à la fin. Dans ce texte, Descartes va affirmer la première vérité, sa première vérité, et répondre du coup à la question « De quoi n'est-il alors plus possible de douter ?» Puisque en découvrant cette première vérité, il découvre enfin quelque chose qui est indubitable, quelque chose qu'il ne peut plus remettre en question, quelque chose à propos duquel il n'est plus possible de douter, quelque chose qui est vraiment sûr et certain. En effet, à force de penser que tout est douteux et de tout remettre en question et de tout rejeter comme faux, Descartes découvre, comme dans une intuition, qu'il ne peut pas douter de son propre doute. Peut-être en effet tout est-il faux et par là même douteux. Toutefois, dans ce cas, il y a au moins une chose qui soit sûre, vraie, certaine, assurée, c'est que lui, Descartes, est en train de douter. C'est-à-dire de penser, et que dans la mesure où il est en train de penser, c'est que nécessairement, il existe. Ainsi, tout à coup, Descartes se rend compte, grâce à son doute, à son propre doute et au fait de douter, d'être en train de douter, qu'il existe nécessairement. Puisque pour remettre en doute son propre doute, c'est qu'il pense et de ce fait qu'il est. Il est au moins quelque chose qui pense, qui est en train de penser, qui est en train de douter. Et c'est cela la première vérité de Descartes, le fameux « je pense, donc je suis ». Il est possible, en effet, par la pensée, uniquement par la pensée, de se mettre à douter de tout remettre en question. Alors je doute que ça c'est vrai, je peux même douter que
de l'existence de cette table, je peux douter que telle chose qu'on m'a dite quand j'étais petit, telle chose que j'ai appris, etc., etc. Tout ça, je remets tout en question. C'est ce que fait Descartes dans ce texte. Tout ce qui est matériel, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que je peux toucher, tout ça n'existe pas. Tout ce qu'on m'a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Cependant, en étant dans cet état de doute radical, il y a nécessairement une chose qui est vraie, qui est sûre, c'est que moi, là, à l'heure actuelle, je suis en train de douter et de tout remettre en question. Et donc, je suis nécessairement au moins une chose qui pense. C'est-à-dire que à ce moment précis, Descartes n'est pas encore sûr, du coup, d'exister physiquement, d'être un être humain. Il est au moins sûr d'une chose, c'est qu'il est une chose, quelque chose qui pense. Il est au moins un esprit, une chose qui doute. Mais c'est du coup au moins une première vérité. Il est quelque chose qui pense. Il existe, au moins en tant que substance pensante. C'est ça la première vérité de Descartes. Et c'est à partir de cette première vérité de Descartes, ce fameux « je pense donc je suis », qu'il va pouvoir reconstruire ensuite d'autres connaissances, découvrir d'autres vérités et du coup fonder, construire sa philosophie. Cette première vérité « je pense donc je suis » est valable parce qu'elle est indubitable, parce que comme le précise l'auteur dans le texte, elle était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. Que sont les sceptiques ? Le scepticisme est un courant philosophique qui est apparu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc en Grèce ancienne, avec le philosophe Pyrrhon. Sceptique est donc un terme grec qui vient du terme skepto, en grec justement, et qui signifie examiner de près. La philosophie sceptique affirme que tout est douteux, et elle doute d'ailleurs à un tel point de toute chose qu'elle n'est pas même sûre que tout est douteux. Donc c'est vraiment ici un doute total, qui n'a d'ailleurs dans le fond presque rien à voir avec le doute cartésien, puisque contrairement au doute cartésien, le doute sceptique est un doute justement à un tel point qu'il est stérile, il ne débouche sur rien. Il n'y a pas dans le doute sceptique la volonté de sortir de son propre doute, contrairement au doute cartésien, puisque comme nous l'avons dit, le doute cartésien a beau être un doute radical, volontaire, méthodique, systématique, hyperbolique, il est malgré tout un doute fécond, un doute qui doute de tout afin de parvenir à une première vérité. Il doute, mais ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même, c'est de sortir de ce doute, et non pas de s'enfermer, de rester bloqué dans ce doute. Lui, ce qu'il veut, Descartes, c'est douter de tout pour parvenir à une chose à propos de laquelle il n'est plus possible de douter. Sa première vérité, qu'il vient de découvrir. Tandis que le doute sceptique est un doute stérile, au sens où il doute de tout, c'est-à-dire que ça débouche sur du nihilisme. Ils se mettent à nier la vérité de chaque chose, et derrière, il n'y a pas de but autre dans le fond, presque, que de douter de tout. C'est comme si le doute pour les sceptiques était une fin en soi, tandis que chez Descartes, le doute n'est pas une fin en soi, il est un moyen pour parvenir à la vérité, ou tout au moins à une première vérité qui permettra ensuite d'enchaîner les connaissances, d'enchaîner les vérités et de construire comme ça tout un chaînon de connaissances et de vérités, et du coup construire une pensée, une réflexion et une philosophie. Donc voilà la distinction entre les sceptiques, le doute sceptique et le doute cartésien. Et voilà même en fait toute la découverte de Descartes dans ce texte. Le doute, on l'a bien vu, est un moyen pour parvenir à la vérité. La première vérité de Descartes, c'est ce fameux « je pense donc je suis », cogito ergo sum en latin, qui est la base, le fondement, ensuite pour reconstruire ses connaissances et parvenir à sa philosophie proprement dite. Nous avons donc vu dans ce texte, dans un premier moment, qui était donc notre première partie, pourquoi il était nécessaire pour le philosophe de douter, afin de trouver une vérité qui soit assurée dans l'ordre des connaissances, puisqu'il a bien expliqué dans la première partie qu'il y avait ce qui était de l'ordre de l'action, dans lequel effectivement on peut suspendre son jugement comme si quelque part ça n'était pas grave,
parce qu'on est contraint à agir. Par contre, dans l'ordre de l'intellectuel pur, d'une recherche de la vérité purement intellectuelle, là, il n'y a pas de « c'est pas grave » pour Descartes. Il préfère suspendre son jugement plutôt que de tomber dans l'erreur. Donc si l'on n'est pas sûr, on doute, on met de côté et tant pis, on verra plus tard, justement quand on aura une connaissance assurée et qu'on aura découvert une première vérité. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment il remettait en question toutes les sources de ses connaissances afin de parvenir à une connaissance, une vérité qui, elle, soit parfaitement assurée. C'était le fameux « je pense, donc je suis ». Il a découvert que tout au moins, il existait en tant que substance pensante grâce à ce doute radical, méthodique, hyperbolique et systématique. Et enfin, dans la troisième partie, nous avons vu comment ce doute permettait justement de découvrir cette première vérité qui permettra elle-même par la suite de reconstruire les connaissances. Ce sera la base, cette première vérité, je pense donc je suis, sera la base vraiment pour avoir ensuite d'autres connaissances qui elles aussi seront sûres puisqu'elles s'appuieront sur cette première vérité qui elle-même est indubitable. Donc nécessairement les connaissances qu'on appuiera là-dessus seront elles aussi indubitables et du coup on aura comme ça un chaînon de connaissances, un chaînon de vérité et c'est avec tout ça que Descartes pourra fonder sa philosophie. Voilà donc pour le texte de Descartes, je pense, donc je suis.